services économiques à leur côté. Mais à Paris, cette diplomatie économique, elle se conçoit et elle se pratique essentiellement à Bercy et à la direction du Trésor, parce que c'est sur les questions commerciales qui intéressent les entreprises, évidemment, c'est nous qui faisons le mandat de la Commission européenne des compétences en cette matière, et sur les instruments financiers qui accompagnent les entreprises, que ce soit l'assurance crédit, que ce soit les fonds de subvention que l'on accorde aux entreprises qui ont des projets sur des pays qui les intéressent, que ce soit via la tutelle sur les opérateurs compétents, l'Agence française de développement, l'Agence française pour les investissements internationaux. Je pense qu'on peut parler aussi du BIFRance, bien sûr. Donc on est à l'articulation des politiques et des acteurs pour mettre en œuvre cette ambition. Pourquoi c'est important par rapport à la question qui est soulevée ce matin du calendrier électoral en Amérique latine en 2014? C'est tout simplement parce que je pense qu'il est intéressant de voir au-delà des questions bilatérales, pays par pays, qui concernent ces calendriers, quelles sont les dynamiques à l'œuvre pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui va impacter la stratégie de nos entreprises si on la suit. Et on peut s'apercevoir avec un petit peu de recul historique que les dynamiques de régionalisation sur l'Amérique latine sont quelque chose d'important. Alors, Amérique latine, mais ça ne nous exonère pas d'inclure l'Amérique du Nord. C'est l'avantage de la position que j'ai à la direction du Trésor, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à l'échelle des Amériques. Je dis ça parce que ça pénètre deux logiques, celle des alliances régionales et celle des alliances commerciales. Et quand on parle des Amériques, on ne peut pas évoquer ces sujets sans parler des États-Unis. On va parler de l'Union européenne après dans ce schéma, évidemment, aussi. Je pense qu'il est intéressant de prendre quelques faits. Je vais, au moins dans un premier temps, s'il y a un échange, au moins dans un premier temps, je ne vais pas porter trop d'appréciation qualitative à ce stade, mais simplement pour rappeler des faits qui sont assez clairs. Si on regarde les dynamiques commerciales à l'œuvre, ils sont sur la période récente. On s'aperçoit que les États-Unis, ici, dans l'ensemble du continent, ont été un acteur important pour mobiliser et motiver cette dynamique globale. On a eu en 1994, bien sûr, l'ALENA, qui a inclus déjà le Mexique, donc qui est un pas important pour amener l'Amérique latine dans ces dynamiques. On a eu en 2004, je crois, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Chili. Puis en 2009, il y a eu à la fois du plurinational et bilatéral pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont eu un accord de libre-échange avec le Pérou et un accord de libre-échange avec 5 pays d'Amérique centrale et la République dominicaine. On a eu en 2012 un nouvel accord de libre-échange, toujours avec les États-Unis, cette fois avec la Colombie et le Panama. Et donc, ce qui est amusant de voir, enfin, en tout cas, un fait stylisé intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'accélération. 1994-2004, 10 ans, 2004-2009, 5 ans, 2009-2012, 3 ans. Et si on reprend un peu de recul, en 2013 à l'échelle globale, il y a eu un réveil de la négociation commerciale au sens large. Le TPP, le TTIP, le CETA, c'est-à-dire les zones pacifiques, les États-Unis et l'Europe, le Canada, on parle du CETA, et même un réveil multilatéral, le rang de Bali en décembre 2013 a marqué quand même une avancée après une période de stagnation sur le multilatéral assez longue. Donc ces dynamiques-là sont importantes et elles expliquent qu'il y a un arrivage de plus en plus de pays d'Amérique latine dans ces logiques qui nous intéressent tous. Elles se traduisent par des logiques d'alliance qu'on peut mettre en regard les unes des autres. Par exemple, on a le Mercosur, on a une logique d'alliance d'Amérique bolivarienne avec l'ALBA, on a l'alliance du Pacifique, et on peut essayer de voir un petit peu derrière ces dynamiques-là quelles sont celles qui fonctionnent plus ou moins bien. On va s'approcher des appréciations qualitatives, mais en tout cas, vu de l'Union européenne, il y a partout des fils conducteurs dans les alliances commerciales et politiques que l'on souhaite développer. Je parle de l'Union européenne parce que je l'ai mentionné, mais quand on parle de la question commerciale, c'est une compétence communautaire. Donc la France a évidemment des enjeux et des intérêts bilatéraux, mais dès qu'on parle des négociations commerciales, on passe par le niveau communautaire. Donc l'Union européenne est déjà engagée évidemment dans une négociation
avec le Mercosur. Elle est également dans des accords avec le Pérou et la Colombie. Je vois que monsieur l'ambassadeur d'Équateur est présent dans la salle, donc on est actuellement aussi dans une discussion au niveau de l'Union européenne avec l'Équateur suite à la dynamique qui a déjà été enclenchée avec la Colombie et le Pérou. On a un accord entre l'Union européenne et l'Amérique centrale avec des entrées progressives en vigueur au niveau des États concernés de cet accord et avec des entrées en vigueur sur la période récente en 2013 que je peux mentionner et on est encore dans le calendrier 2014. Donc toute cette logique de dynamique commerciale et régionale, les deux termes allant ensemble, est importante pour comprendre les enjeux politiques derrière ce calendrier. Parce que, évidemment, les choix politiques qui sont faits derrière cet agenda impactent l'approche qu'ont les gouvernements de ces questions, l'approche idéologique et pragmatique. Et d'ailleurs, au-delà de la lecture droite et gauche, en fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître finement les situations locales pour voir un petit peu quels sont les camps qui sont en mesure soit de conforter leur position, soit d'emporter, pour comprendre si eux sont engagés dans des logiques un peu plus ouvertes, un peu plus libérales, ou en tout cas capables de faire une place à la croissance, à l'économie, aux entreprises. Et on s'aperçoit que le clivage droite-gauche n'est pas forcément toujours celui qui donne la lecture a priori la plus pertinente. Donc c'est ça qui est intéressant derrière ce calendrier électoral. Ce qu'il faut apprécier aussi, il faut être honnête, des élections, il y en a tout le temps. Si on prend à l'échelle d'un continent, d'un sous-continent, il y a beaucoup de pays, donc forcément il y aura toujours des élections quelque part. Donc ce qui est intéressant dans l'énumération que vous avez commencé à évoquer, c'est de noter que quand même, en 2014, on a un peu plus d'échéances électorales que d'habitude, en temps normal. C'est ça qui fait la spécificité de cette année. Et donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu particulier, pour voir si effectivement il y a de la continuité ou des changements. L'expérience qu'on a de nos relations actuellement sur la zone, c'est que derrière ces élections, on a plutôt tendance à croire qu'il y a des perspectives de stabilité, plus que de remise en cause des dynamiques qui sont à l'œuvre, parce que ces dynamiques, on voit bien que historiquement et régionalement, c'est quand même un peu des lames de fond. Alors, évidemment, ça n'invalide pas les choix démocratiques qui vont être faits, qui peuvent peser quand même sur cet engagement, mais je crois qu'il faut quand même faire confiance au pragmatisme des gouvernements et des leaders politiques sur une zone dont on s'aperçoit qu'à mon avis, ils sont de plus en plus matures. En tout cas, ils gardent parfois des lectures idéologiques, historiques qui se comprennent, mais avec une approche pragmatique, une vision du monde, une insertion dans les dynamiques économiques et commerciales mondiales, à mon avis, de plus en plus de pragmatisme. Voilà, peut-être le premier éclairage que je voulais vous donner dans des questions et des échanges. Merci. Pierre-Jean Vendôme, une réaction, vous qui avez eu cette expérience et ce vécu assez large d'Amérique latine, et est-ce que ce calendrier finalement ne risque pas de figer pendant plusieurs mois les relations bilatérales, les relations internationales avec ces pays et cette zone? D'abord, première réaction, je souscris très largement ce qu'il dit de Colistier. On a oublié de parler du Chili, je crois que c'est important de parler du Chili parce que je crois qu'il y a une dimension qui s'impose à tous, c'est le changement dans la continuité, stabilité, pas stabilisation, dans une sous-région qui est en mouvement. Et dans les dynamiques même ont tendance à s'accélérer sur le terrain démocratique aussi, sur le terrain économique. Ce qui est intéressant, c'est le retour de Michel Bachelet au Chili. Michel Bachelet qui déjà été président, il a un premier mandat, qui incarne la gauche social-démocrate, celle qui a été brillamment incarnée par Ricardo Lagos. Ce point de vue-là, il y a une rupture avec son prédécesseur, qui lui incarnait plutôt une droite chilienne post-pitch, l'objectif c'est décomplexé. C'était pas la démocratie, c'est-à-dire Michel Bachelet a été élu avec le soutien de l'ancienne Agencia Democrática, cette famille qui s'était réunie pour la porter le président de la République, le démocrate chrétien, à la présidente après le départ de Pinochet fin 89. Donc ça, c'est un élément important. Continuité profond et puissant, mais néanmoins, on peut s'attendre avec Michel Bachelet, une politique plus sociale. Il y a un grand déficit social en Chili, malgré les succès que la chilienne a connu ces dernières années, avec une croissance qui ferait bien des envieux
en Europe et notamment en France. C'est une femme aussi. C'est important de souligner la féminisation du personnel politique et du personnel d'État, du chef d'État en Amérique latine. On a déjà eu une présidente au Chili avec Michel Bachelet la première fois, Dilma Rousseff au Brésil, Cristina Kirchner en Argentine, et c'est le Panama, c'est le Panama. Au Costa Rica, on a bien réformé ça, c'est un élément. Alors, cette féminisation est encore renforcée au Chili avec l'arrivée à la tête du Sénat, l'autre grand personnage, les deux principaux personnages chiliens, sont Michel Bachelet, mais aussi Isabelle Allende. Et là, il y a tout un symbole. C'est vraiment la fin définitive, la liquidation de l'ère Pinochet, qui devra s'appeler avec une réforme de la Constitution annoncée par Michel Bachelet, qui devrait solder alors, définitivement cette Constitution, la véritable Pinochet. C'est la Constitution Pinochet, qui est curieusement restée membre ami du Sénat, qui est encore en vigueur au Chili. Le changement, plutôt la réforme, et le vrai défi pour elle, c'est la réforme de l'éducation. L'un des principaux problèmes, une crise grave auquel le président Vieira a été confronté, c'est justement la révolte des étudiants, qui n'est pas sans rappeler à certains égards ce qui s'est passé aussi en ce qui concerne les frustrations de la jeunesse, même dans un environnement porteur favorable, ce qui s'est produit au Chili, au Brésil, je ne sais pas si Jean-Jacques est d'accord, l'année dernière, après l'été 2013, là on a eu pour la première fois, après la réussite indéniable de Lula, l'éradication d'une partie de l'extrême pauvreté et la possibilité entre Lula et Dilma Rousseff, l'expression d'une insatisfaction dans un Brésil pourtant beaucoup plus prospère qu'il ne l'a été dans le passé et qui a bénéficié quand même des politiques sociales engagées par le Parti des travailleurs de l'UPT. Cela dit, sauf accident, les sondages montrent s'attendent à une victoire de Dilma Rousseff. Pour peu que le Brésil remporte la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, sa 6e Coupe du Monde au Brésil, ça devrait lui donner quelques points de plus. Si encore le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde, ça pourrait avoir peut-être à la marque quand même des conséquences moins positives. On ne va pas le renouer juste pour dire que là aussi c'est la continuité avec peut-être quelques modifications selon que le candidat du Frente Amplio sera Tabaré Vázquez, qui a déjà été maire de Montevideo, rencontré comme à l'époque et ensuite président de la République, ou Constanza Moreira, qui d'ailleurs est primaire au sein du Frente Amplio. La succession entre l'extraordinaire Pepe Mujica, extrêmement populaire, qui ne peut pas se présenter puisque la Constitution est aujourd'hui la Constitution d'Amérique latine qui ne permet pas encore la réélection. Il y aura une primaire entre un homme d'expérience, Vázquez, et puis une femme quand même, qui si elle est élue viendra renforcer justement ce mouvement de féminisation du personnel politique des chefs d'État. En Amérique du Sud, un mouvement, il faut saluer, je crois, qui est important de saluer, qui est extrêmement sympathique. Nous sommes en France un peu en retard par rapport à ça. Et pour parler de la Colombie, bon, qui m'intéresse évidemment plus particulièrement, c'est peut-être pas la question. Non, pas encore. Voilà, peut-être qu'on attaquera pays par pays. J'aimerais rester sur une appréhension plus générale. Si la salle a des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque c'était